Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo compilation comptant pas moins de 9 threads d'horreur. Vous savez quoi, la vidéo dure déjà assez longtemps comme ça, donc je vais pas vous prendre plus de temps. Si jamais tu veux mettre un petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément. Et toi là qui est pas encore abonné et qui découvre peut-être la chaîne grâce à cette vidéo, je te laisse regarder des threads d'horreur que j'ai déjà proposés sur la chaîne, mais comme ça t'as un petit panel de ce que je peux faire. Et si jamais tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Suzy qui habite aux États-Unis. Suzy a 21 ans quand cette histoire se passe et elle nous dit que pendant cette période, c'est assez difficile pour elle. Elle a décidé de prendre une année de pause dans ses études pour avoir la réflexion sur son orientation. Mais elle a décidé de pas rester les bras croisés non plus car il faut bien qu'elle paye les factures, le loyer, son manger et elle a pas du tout envie de retourner vivre un an chez ses parents qui d'ailleurs ne comprennent pas pourquoi elle prend une année pour elle. Bref, elle décide de trouver un travail. Elle nous dit qu'elle est pas difficile et qu'elle postule un petit peu partout. Que ça soit dans un bar pour être serveuse, vendeuse dans des petits magasins, des trucs comme ça. À un moment, elle arrive à décrocher un entretien avec un patron d'une petite friperie en ville. Suzy est super contente, elle va donner son max pour qu'il l'embauche surtout à cette période de l'année. Suzy a mis ses plus beaux habits, elle a son plus beau sourire et elle rentre dans le magasin. Elle passe son entretien et à la fin, le patron lui dit « Viens demain à 9h ». Suzy est super excitée d'avoir obtenu son premier job et elle veut fêter ça chez elle devant la télé avec un bon gros pot de glace. Le lendemain, le patron lui présente sa femme qui, elle aussi, travaille dans la boutique. Il lui fait visiter les lieux et le magasin est de taille moyenne. Il y a pas mal de vêtements et c'est assez cool. Elle nous dit que ses horaires sont plutôt sympas. Elle travaille de 9h à 14h et de 15h à 18h. Elle fait jamais les fermetures, par contre, elle fait toujours les ouvertures. Suzy se retrouve donc seule de midi à 14h, le patron et sa femme partent pour aller manger. Le travail de Suzy consiste à renseigner le client, l'accueillir, réceptionner des colis, l'entretien du magasin et encaisser des achats. Elle nous dit que pour elle, c'est vraiment rien de compliqué. Elle nous précise que le midi, la plupart des boutiques dans sa rue ferment et que c'est l'une des rares boutiques à être encore ouverte le midi. Les semaines s'enchaînent et elle trouve que ses patrons sont super sympas et ils lui font de plus en plus confiance. Un jour comme les autres, Suzy ouvre le magasin, réceptionne les colis, nettoie avant l'arrivée des clients, elle accueille des clients et arrivé le midi, les patrons lui disent qu'ils s'en vont manger. Et comme à leur habitude, ils lui disent c'est jamais y a un souci, appelle-nous sur notre téléphone, on est toujours joignable. Suzy leur dit oui, ne vous inquiétez pas, y a rien qui peut se passer dans cette petite ville de toute façon. Le plus dangereux qui pourrait se passer, c'est des gens qui prévoient leurs cadeaux en avance et qui se battent pour une paire de baskets. Elle leur dit tout ça en rigolant, elle leur dit de faire attention sur la route. Suzy fait ce qu'elle a à faire dans le magasin et quand il y a personne, elle décide de se mater quelques vidéos sur son téléphone. Elle est justement en train de se regarder une vidéo sur son téléphone quand soudain, il y a une femme âgée entre 17 et 18 ans qui rentre dans la boutique. Suzy se lève pour aller l'accueillir et elle remarque que la fille est toute essoufflée et aussi terrifiée. La fille regarde de gauche à droite frénétiquement comme si elle était poursuivie par quelqu'un et qu'elle regardait derrière elle. Cette jeune femme qu'on va nommer Dana se rue vers Suzy et essaye de lui parler. Mais Suzy n'arrive pas à comprendre ce que Dana lui dit. Elle lui dit donc de prendre son temps et de se calmer. Suzy va déchiffrer quelques petits mots. Un homme la recherche et il est dangereux. Et elle veut de l'aide pour se cacher. Suzy comprend la situation de la jeune femme et décide d'aller la planquer dans la réserve. Une fois cachée dans la réserve, les deux jeunes femmes entendent la petite cloche de l'entrée. Suzy passe son téléphone à Dana pour qu'elle puisse appeler la police le temps qu'elle accueille le nouveau client qui vient de rentrer. Elle lui dit de fermer la remise derrière elle au cas où on sait jamais. Suzy s'avance dans le magasin et va pour accueillir le client. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui regarde partout dans le magasin. Elle s'approche de lui et elle lui demande s'il veut de l'aide. Il lui répond d'une voix assez rauque et essoufflée. « Vous avez pas vu ma fille qui a 17 ans ? Elle est brune, mince avec des yeux verts. Elle est malade en ce moment et essaye de se cacher pour pas aller prendre son traitement à l'hôpital. » Suzy, elle sent pas du tout ce mec et elle voit directement qu'il ment. Et elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce gars. Dans sa gestuelle, il est nerveux et il regarde partout. Suzy, elle lui dit que non, elle a pas vu de jeune femme. Bien évidemment, elle comprend vite que la description qu'il donne correspond à celle de Dana. Suzy lui dit alors qu'elle est sûrement dans les alentours mais qu'elle est pas ici. Le mec va se mettre à marmonner dans sa barbe et Suzy comprend juste « Je suis persuadé qu'elle est ici ». Le gars va remercier Suzy et il va sortir du magasin pour regarder aux alentours. Mais une minute après, le gars revient et il lui dit
Je suis sûr qu'elle est ici, pratiquement toutes les boutiques dans la rue sont fermées. Et je suis persuadé qu'elle est rentrée ici. T'as dû la planquer quelque part. En un éclair, le gars a commencé à tout retourner dans la boutique. Et il se met à chercher partout. Suzy, elle essaye de le raisonner en lui disant que non, elle est pas là. Et que pour résoudre son problème, il ferait mieux d'appeler la police. Il va alors lui répondre une phrase qui va lui glacer le sang. Je peux pas appeler la police car la police ne comprend pas. Elle est complètement paniquée et elle essaye de l'emmener le plus loin possible de la réserve. Mais malheureusement, le mec a bien compris son petit jeu. Et il lui fait comprendre en lui mettant une grande claque dans la tête. Vu la puissance de la claque, elle tombe au sol et il lui dit « Je savais qu'elle était là, connasse. C'est pas dans quoi tu t'embarques. » Et il commence à courir vers la remise. Il essaye de l'ouvrir mais bien évidemment, elle a été fermée. Et il commence à essayer de défoncer la porte. Tout ça en insultant Dana et en lui disant « De toute façon, tu sais que je vais finir par ouvrir cette porte. Ouvre-moi et ta punition sera moins sévère. » Suzy se relève et essaye de l'empêcher de défoncer la porte. Sauf que ça lui plaît pas du tout et il se met alors en extrême colère. Et il va frapper Suzy avec des coups de poing et des coups de pied dans les côtes. Suzy entend les policiers au loin mais la porte commence à être bien défoncée. Suzy va se recroqueviller tant bien que mal dans un coin, sachant qu'elle a de plus en plus de mal à respirer. Le gars a presque réussi à ouvrir la porte quand les policiers sont arrivés et l'ont tasé. Suzy, elle est en pleurs, elle a tellement mal. Et en même temps, elle est contente que les policiers soient là et elle s'effondre sur le sol. Suzy s'est réveillée le lendemain à l'hôpital car ils ont dû l'opérer d'urgence. Elle a eu une côte qui a perforé un de ses poumons. Par la suite, elle allait porter plainte à la police. Plus tard, elle a connu les détails de cette affaire grâce à la police et à Dana qui est devenue l'une de ses meilleures amies. Pour vous la faire courte, Dana a été enlevée et séquestrée pendant 3 jours par ce gars. Tout ça dans une maison qui était pas très loin. Et elle a pu s'échapper de sa maison car il a oublié de refermer ses chaînes et il l'avait laissée toute seule pendant un petit moment car le gars voulait changer de repère. Il a couru après elle jusqu'à la boutique où se trouve Suzy et la suite vous la connaissez. Les policiers ont ajouté à ça que cette personne était connue de leur service pour d'autres délits mais pas encore de kidnapping et que c'était la première fois. Il a été condamné pour plusieurs chefs d'accusation et Dana et Suzy espèrent qu'il va pourrir en prison comme la pourriture qu'il est. Suzy nous dit que Dana pense qu'elle lui a clairement sauvé la vie et que grâce à elle, elle peut reprendre une vie quasiment normale même s'il lui reste quelques séquelles. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lily. À cette époque-là, elle a 16 ans et son histoire se passe pendant les vacances d'été. Depuis qu'elle est toute petite, elle va chez ses grands-parents. Comme ça, elle peut les voir et aussi profiter de la plage, puisque leur maison se situe à 10 minutes à pied du centre-ville qui est juste à côté de la plage. Depuis sa rentrée au lycée, Lily a l'habitude d'aller chez eux pendant une semaine avec quelques amis. Cette année-là, elle est accompagnée d'une très bonne amie à elle qu'on va nommer Stella. Malheureusement, à ce moment-là, Stella a des problèmes familiaux, ce qui fait qu'elle est souvent triste. C'est une des raisons qui fait que Lily lui a proposé de venir avec elle en vacances chez ses grands-parents. Comme ça va pouvoir lui changer les idées. Lily nous précise que les grands-parents sont bien dans la maison et qu'ils les surveillent, mais il leur laisse quand même pas mal de liberté. Pour accéder à la maison de ses grands-parents, il y a une très grande allée entourée de grands arbres. Et il y a un portail à l'entrée de la propriété pour montrer que c'est bien une propriété privée. Pendant leur voyage, Stella et Lily utilisent la véranda pour pouvoir manger. Et ils utilisent la chambre de son oncle et celle de ses parents pour pouvoir dormir. Dans la chambre de son oncle, il y a une salle de bain. En face du lit, il y a une porte pour accéder à la chambre de ses parents. Et une autre porte à côté du lit qui donne sur un escalier derrière la maison. Porte qu'elles peuvent utiliser pour sortir de la maison, sachant que la véranda se trouve derrière la maison. Les filles utilisent la chambre des parents pour mettre toutes leurs affaires et elles dorment dans la chambre de l'oncle puisqu'il y a une salle de bain. Et surtout la petite porte pour pouvoir sortir. Détail important, le Velux de cette porte est très usé. Il ne se ferme pas complètement, ce qui fait que la lumière de la lune rentre dans la pièce la nuit. Sur cette fameuse porte, il y a aussi une serrure. Mais comme elle est très dure à fermer, les filles ne le font pas. Avant dernier jour des vacances, les filles se préparent pour aller à la plage. Lily prévient ses grands-parents et elles se mettent en route quelques minutes plus tard. Elles passent par le centre-ville puis elles vont à la plage. Elles posent leurs affaires et se protègent du soleil et elles partent se baigner. En arrivant près de l'eau, les filles peuvent remarquer qu'il y a un groupe de 3 garçons qui est assez proche d'elles.
d'elle. Elle commence à se baigner et quelques minutes plus tard, elles peuvent remarquer que les garçons sont en train de les fixer. Dans ce petit groupe, il y a un garçon blond de petite taille. Il y a un grand avec une grosse touffe de cheveux et le dernier a l'air bien plus jeune que les deux autres. Les filles pensent que les deux plus grands doivent être en troisième, quelque chose comme ça, et le plus petit, quant à lui, il doit toujours être à l'école primaire. Et c'est alors que ce dernier s'approche de Lily et Stella et il leur demande si elles auraient pas un Instagram par hasard, puisque le grand garçon là-bas voudrait leur Instagram. Les filles refusent puisqu'elles sont pas du tout intéressées. Pendant la baignade, ce petit va revenir à plusieurs reprises afin de redemander toujours la même chose. Au bout d'un moment, Stella elle perd patience et elle dit au petit que son pote est vraiment lourd d'insister comme ça. Ça les a tellement saoulés qu'elles décident de sortir de l'eau pour regagner leurs affaires. Elles se posent un petit peu sur leurs serviettes histoire que leur maillot sèche et qu'ensuite elles puissent se rhabiller et repartir. Mais pendant qu'elles sont en train de discuter, elles peuvent remarquer qu'à côté de leurs serviettes, il y a aussi d'autres serviettes et elles comprennent très vite à qui appartiennent ces serviettes. Ce sont malheureusement les serviettes des trois garçons qui étaient à l'eau il y a très peu de temps, puisque maintenant ils reviennent s'installer sur leurs serviettes. Les deux filles se disent clairement « Oh non, là c'est trop », sachant que le grand avec beaucoup de cheveux qu'on va appeler Tom est en train de la regarder avec un très grand sourire. Lily décide de l'ignorer et son téléphone se met à sonner. Elle décroche et elle se rend compte que c'est une très bonne amie à elle qui l'appelle pour prendre des nouvelles. Lily est super contente de l'avoir au téléphone et elle lui raconte tout ce qu'elles ont fait et comment elles se sont installées. Après cet appel, elles ont remarqué que leur maillot de bain était séché, du coup elles se rhabillent pour pouvoir partir. Avant de rentrer chez elles marchent un petit peu et à un moment, en faisant demi-tour, elles peuvent voir que les trois garçons sont en train de les suivre et elles peuvent voir que Tom a toujours un très grand sourire. Bref, elles se disent que c'est juste des petits relous et elles repartent en direction de chez ses grands-parents. Plus tard dans cette journée-là, après leur douche, elles sont allées dans le centre-ville pour pouvoir manger à l'extérieur. Et surtout, puisque cette soirée-là, il y avait un festival. Et évidemment, pendant le festival, elles rencontrent les trois garçons. Et Tom, quant à lui, il a toujours un très grand sourire. Le festival est maintenant passé et il se fait tard. Elle décide de rentrer tranquillement chez elle et sur le chemin, elle discute un petit peu. Stella, de son côté, lui dit « Imagine, on les revoit demain ». Lily lui répond alors en rigolant « Tais-toi, parle pas de malheur ». Après ce petit moment d'humour, Lily, elle a comme un mauvais feeling. Elle a vraiment l'impression que quelqu'un les suit. Elle décide alors de se retourner brusquement mais ne voit personne. Les filles sont rentrées à la maison depuis un petit moment et elles sont sur le point de finir un film d'horreur. Stella, de son côté, elle repense à ce qui se passe dans sa famille et elle décide de rester un peu seule dans la chambre des parents pour se calmer. Le film est maintenant fini et Lily, elle est devenue totalement parano. Et elle se dit qu'elle est pas du tout en sécurité. Et pourtant, c'est une toute petite commune où habitent ses grands-parents. Mais le film, ça l'a traumatisée. Du coup, elle ferme la porte, elle baisse les stores. Ensuite, elle se dirige dans sa chambre et quelques minutes plus tard, elle finit par s'endormir. Pendant la nuit, Lily va se réveiller. Elle est réveillée puisqu'elle entend un bruit. Le bruit d'un toc-toc au niveau de la porte à côté de son lit. Lily, elle a la tête dans le brouillard et elle se rend pas compte qu'au début, il y a un bruit et que c'est ça qui l'a réveillée. Du coup, elle regarde à côté d'elle et elle voit que Stella ne dort pas à côté. Et par réflexe, elle se dit donc que c'est Stella qui est en train de toquer à la porte. Qu'elle est sûrement partie dans le jardin pour s'aérer l'esprit et qu'en passant, sa grand-mère a peut-être refermé la porte par erreur. Lily s'apprête à se lever du lit quand elle regarde le sol. C'est là qu'elle voit une ombre noire à travers la lumière de la lune. Sauf que cette ombre ne ressemble pas du tout à Stella. Stella a des cheveux très courts alors que l'ombre a l'air d'avoir une grosse masse capillaire. Lily se redresse immédiatement et elle ose plus du tout bouger tellement elle est terrifiée. Sachant qu'à ce moment-là, elle peut voir que quelqu'un essaye de tourner la poignée. Aucun cri ne sort de la bouche de Lily. Elle est tellement apeurée, elle commence à trembler de partout. Cette scène va durer plusieurs minutes avant qu'elle entende des bruits de pas s'éloigner. Lily reste comme ça sans bouger pendant quelques minutes. Et en y réfléchissant, elle se dit que c'est sûrement Stella dehors. Puisque ok, il y a bien eu une ombre bizarre. Mais si c'est pas ça, elle est où Stella? Lily prend alors son courage à deux mains pour se lever en se dirigeant vers la porte qui mène à la chambre de ses parents. Tout ça en faisant le moins de bruit possible. Elle ouvre la porte, elle allume sa lampe torche sur son téléphone et elle voit Stella en train de dormir dans le lit de ses parents. Sur le coup, Lily est soulagée de voir Stella, mais d'un autre côté, elle est paniquée puisque ça veut dire que quelqu'un qu'elle ne connaît pas essayait de rentrer dans sa chambre. À ce moment-là, Lily décide de regagner sa chambre tout en ayant les yeux rivés sur la porte.
Autant vous dire que Lily n'a pas réussi à se rendormir et le lendemain elle a pris la décision de ne pas en parler à Stella histoire de pas la stresser plus qu'elle ne l'est déjà. Pendant la nuit, puisque Lily n'a pas pu dormir, elle a beaucoup réfléchi à tout ça. L'ombre était clairement celle d'un homme et elle pense pas se tromper en se disant que c'était bien Tom. Elle se rappelle qu'à la plage elle a eu un coup de téléphone et elle avait parlé avec son ami de beaucoup de choses. Tom de son côté il a dû en profiter pour écouter et le soir venu au festival il a dû les suivre sur le chemin du retour. Après cette histoire, Lily n'en a parlé à personne. Pour conclure, la fin de ses vacances se sont très bien passées. Après ça, elle est repartie plusieurs fois chez ses grands-parents avec la même répartition des chambres et il s'est rien repassé de ce genre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Thibaut et elle s'est passée plus ou moins récemment. C'était en été 2021 dans le sud de la France entre Montpellier et Nîmes. Tout d'abord, il faut savoir que Thibaut avec sa bande de potes, ils font souvent des soirées dans ce village puisqu'ils sont 3-4 de la bande à avoir leurs parents qui habitent dans ce dit village. Quand les parents de certains sortent, ils en profitent pour faire des soirées chez eux. Et ça, c'est des trucs qui arrivent assez souvent. Et ils ont l'habitude également de sortir dans le village et faire des conneries en se baladant. Faire des blagues dans les rues et ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Dans leur bande de potes, ils sont âgés entre 21 et 24 ans et ils se composent d'une dizaine de personnes. Il faut savoir que dans ce village, il y a un château qui est laissé totalement à l'abandon et ils ont l'habitude d'y aller quand ils ont bien bu, même si officiellement ils n'ont pas le droit d'y aller puisque c'est la propriété du village. Mais bon, vous imaginez bien qu'ils y vont quand même. Dans ce château-là, pour s'amuser, ils ont l'habitude de jouer à cache-cache et des fois ils décident de se poser dans une tour pour continuer leur soirée et boire comme il faut. Avant que ce château soit à l'abandon, il a déjà servi en tant que centre de rééducation pour sportifs. Il a aussi été converti en tant que maison de retraite et plein d'autres trucs dans le genre que Thibaut ne sait plus. Il tient à nous préciser qu'ils y sont déjà allés plus d'une vingtaine de fois et il s'est jamais rien passé, que ce soit de jour ou de nuit. Et une fameuse nuit, Thibaut et son ami rentrent d'un festival de musique aux alentours de minuit. Mais ils voulaient encore continuer à faire la fête et boire un petit coup. Alors ils ont décidé de prolonger la fête dans la maison de son ami. Son pote va alors lui proposer d'aller au château. À ce moment-là, Thibaut lui dit que non car l'ambiance là-bas pour lui il la sent un peu étrange et qu'il y a des parties effondrées et qui peuvent croiser pas mal de gens étranges et qui sont plus que 2 maintenant. Dans le château, il faut savoir que les potes de Thibaut ont même croisé des chasseurs de fantômes. Une fois, un jour, Thibaut nous explique qu'il a même vu une chaise au milieu d'une pièce éclairée de bougies et au milieu des symboles très étranges. Donc cet endroit, ça lui donne vraiment la chair de poule, surtout quand ils sont pas très nombreux. Et que là, comme ils sont que 2, clairement il a juste pas envie d'y aller en fait. Mais son pote il fait vraiment le forceur et Thibaut va alors céder. Mais il lui dit quand même, vas-y on y va mais on reste pas trop longtemps, comme ça tu seras content. Ils se rendent donc au château à 2 et pour y accéder il y a un long chemin dans une sorte de petite forêt qui longe le château avant d'arriver à l'entrée principale. Pendant le trajet, Thibaut entend des voix d'autres personnes qui viennent du château. Les 2 potes se disent bon c'est pas grave, ils ont souvent croisé du monde dans le château donc ça les inquiète pas plus que ça. Il y a même une autre fois, ils ont croisé une autre bande de potes à eux et ça a fait une énorme fête. Une fois arrivés devant l'entrée principale du bâtiment qui est dépourvu de porte, il va y avoir 2 choses étranges. Toutes les voix qu'ils entendaient en s'approchant se sont arrêtées d'un coup et maintenant il n'y a plus aucun bruit. Et une fois rentrés dans le bâtiment, ils ont pu constater qu'il y avait 2 bougies, une à gauche et une à droite, les 2 étant allumées. En voyant ça, Thibaut il dit à son pote c'est mort, j'y vais pas. Bref, l'ambiance est ultra étrange, sachant qu'en plus ils ont rien pour s'éclairer à part le flash de leur téléphone. Pour vous dire, il y a même pas la lune dehors qui éclaire. Le pote de Thibaut est très curieux et lui il a pas peur du tout. Du coup il décide d'avancer seul pour observer. Et pendant que son pote commence à avancer, Thibaut voit qu'un fil pend à l'entrée et qu'il y a quelque chose au bout. Son pote s'avance et il voit quelque chose d'horrible. Il voit un poulet pendu par les pattes, totalement égorgé et vidé de son sang. Son pote commence à rentrer dans une pièce pour essayer de voir ce qui se passe et là, il entend un énorme cri aigu. Ça les fait directement sursauter et plusieurs bruits de pas venant de l'étage descendent rapidement. À ce moment-là, son pote fonce vers lui en courant et Thibaut il a pas attendu son pote pour courir car il était terrorisé. Malheureusement, dans la panique, Thibaut a éteint son flash et donc il court sans lumière devant lui. Il a seulement le petit faisceau de lumière du flash de son pote derrière lui. Les 2 potes peuvent entendre qu'il y a des gens qui courent derrière eux et même sur les côtés alors qu'ils longeaient le château. Malheureusement, le pote de Thibaut va tomber.
Du coup, Thibaut il en profite pour allumer le flash de son téléphone pour reprendre leur course effrénée. D'ailleurs, il nous dit qu'il a jamais couru aussi vite de sa vie. Une fois sortis de la propriété, ils vont alors discuter de ce qui s'est passé. Ils savent pas si c'est la peur, l'adrénaline ou quoi, mais ils sont pas d'accord sur le cri de terreur qu'ils ont entendu. Pour son pote, c'est limite un animal qui est en train de se faire égorger. Et pour Thibaut, c'est simplement un cri d'humain mais qui est très aigu. Le lendemain, il décide de retourner sur les lieux 2 jours pour voir ce qui reste. Et personne n'est là. Par contre, le poulet est toujours là et les bougies sont maintenant éteintes. Pour Thibaut, c'est mort. Lui, il veut toujours pas rentrer dans ce château. Son pote est un petit peu plus courageux, on va dire. Mais Thibaut n'est pas resté sans rien faire. Il a regardé par la fenêtre d'une des salles. Et il a pu voir une grosse touffe de cheveux étalée sur le sol. Après ça, ils ont jamais su ce qui s'était passé ce soir-là dans le château, mais c'est vraiment très étrange. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Julia. Ça se passe en 2016 et à cette époque-là, elle a 17 ans. Et elle est étudiante en première année dans une école de cinéma. À l'âge de 17 ans, Julia a eu son tout premier appartement pour vivre seule. Elle nous dit que c'était petit mais qu'elle était fière de son indépendance. Julia ne s'est jamais sentie en danger dans son appartement et ça pour plusieurs raisons. De 1, parce que dans le bâtiment, il y a plusieurs portes et il vous faut un digicode et il est donné qu'aux personnes qui habitent dans le bâtiment. Et de 2, Julia a 3 serrures différentes sur sa porte. Et puis bon, son appartement, il est situé proche de l'université. Du coup, la plupart des habitants de l'immeuble sont juste des étudiants. Julia nous dit qu'elle est toujours très prudente avec le verrouillage de sa porte lorsqu'elle quitte son appartement. Elle vérifie toujours 2 fois avant de partir, elle nous dit que c'est même devenu un petit toc. Un jour comme un autre, elle devait aller en cours. Comme à son habitude, elle ferme la porte à clé, mais pour une raison ou pour une autre, elle n'arrive pas à sortir la clé de la serrure. Malheureusement, elle semble vraiment bloquée dedans. Julia est allée chercher le gardien de l'immeuble pour qu'il puisse l'aider. Mais malheureusement, il est pas là. Du coup, elle est en retard pour ses cours. Elle va donc remonter, enlever le porte-clés autour de la clé qui est bloquée dans la serrure, histoire que la clé soit moins visible et elle va décider d'aller en cours. Après les cours, Julia est directement rentrée chez elle. À son retour, le gardien est là. Elle va donc décider de lui demander de l'aide. Une fois arrivée à l'étage, Julia et le gardien n'ont pas réussi à retirer la clé de la serrure. Mais bon, après une bonne quinzaine de minutes, le gardien arrive enfin à retirer la clé. Il lui dit que sa serrure est endommagée mais que c'est pas nécessaire qu'elle change de serrure si elle ferme qu'une fois au lieu de 2. Julia lui dit qu'elle fermera plus qu'une seule fois et que de toute façon elle est pas inquiète car elle se sent en sécurité dans ce bâtiment. 2 mois plus tard, Julia sort ses poubelles vers les 23h. En même temps de sortir les poubelles, elle est au téléphone avec sa sœur. Et Julia lui dit donc qu'elle sort ses poubelles et qu'après ça elle va prendre une petite douche pour se rendre ensuite à une fête. Après avoir sorti ses poubelles, Julia va remonter et elle va voir que sa serrure est déverrouillée, ce qui va l'alarmer puisque comme elle nous le dit, elle ferme toujours sa porte à clé. Certes plus qu'une fois puisque la serrure est endommagée mais au moins elle la ferme. Julia décide de rentrer dans son appartement en verrouillant les 3 types de serrures. Elle nous explique que quand on rentre dans son appartement, directement sur la gauche il y a la salle de bain. Julia s'avance donc légèrement pour aller prendre sa douche, mais quand elle s'approche de sa salle de bain, elle peut voir qu'il y a une lumière allumée. Elle décide donc de glisser sa tête car la porte de la salle de bain n'est pas complètement fermée. Et là, elle va voir un truc de gros malade. Il y a un homme dans sa douche qui est dos à elle. Julia en voyant ça, elle est totalement choquée mais elle arrive à comprendre qu'il faut qu'elle sorte directement de son appartement. Elle a déverrouillé la serrure du bas, la serrure du haut et elle s'attaque maintenant à la serrure principale. Et malheureusement, elle est très capricieuse, du coup elle reste bloquée. Déjà que Julia est dans un état de panique, alors là je vous explique pas comment elle a pris une seconde dose de panique. Elle sait qu'elle doit partir de son appartement à tout prix. Maintenant elle sait qu'elle a plus qu'une seule chose à faire, c'est de sauter de son appartement qui est au 2e étage. Franchement elle y réfléchit pas à 5 fois, elle va au bord de la fenêtre et elle saute du 2e étage. Bien sûr à cause de l'atterrissage, ses chevilles sont complètement tordues. Et grâce à l'adrénaline, elle arrive à courir un petit peu, à s'éloigner du bâtiment. Elle regarde un petit peu en arrière et elle voit un homme à sa fenêtre.
Là, Julia nous dit que l'homme n'a que deux solutions possibles. Soit il saute et il la poursuit, sachant qu'elle a les chevilles tordues, elle serait pas allée bien loin. Et la deuxième solution, c'est de rester dans l'appartement en l'attendant. Heureusement pour elle, l'homme va choisir la deuxième solution. Julia est allée se cacher un peu plus loin où il y a des buissons. Et elle a décidé d'appeler la police. Ils sont arrivés en même pas 10 minutes. Elle a de la chance, elle habite à côté d'un poste de police. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont forcé un petit peu la porte et ils ont vu un homme les attendant dans le canapé. Et dans sa main, ils ont pu voir qu'il tenait un couteau de cuisine. Par la suite, Julia a appris qu'il attendait qu'elle revienne, puisqu'il pensait pas qu'elle pourrait appeler la police, étant donné que son ancien téléphone était resté sur une table basse. Le truc, c'est que peu de temps avant, Julia s'était acheté un nouveau téléphone. Et les policiers ont donc arrêté ce type et il était déjà bien connu de leur service. Abus physique, tentative d'enlèvement et tentative de meurtre. Quelques jours plus tard, Julia a appris comment l'homme était rentré dans son bâtiment. Il a attendu tout sagement devant la porte du bâtiment que quelqu'un veuille bien lui ouvrir. Il a ensuite entendu la conversation que Julia a eue avec sa sœur, comme quoi elle allait prendre une douche, et c'est pourquoi il l'attendait dans sa salle de bain. Il aurait crocheté sa serrure pendant qu'elle sortait les poubelles. Apparemment, il aurait remarqué Julia sur le campus universitaire, et il l'aurait suivi à plusieurs reprises jusqu'à son bâtiment. Julia nous dit que maintenant elle ne vit plus là-bas, mais après ça, pour rentrer dans le bâtiment, ils avaient besoin d'une pièce d'identité prouvant qu'ils vivaient bien ici. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Kaya et elle a 16 ans. Kaya habite dans une réserve amérindienne en Arizona. Et il y a pas mal de trucs bizarres qui s'y produisent. Elle nous dit que des fois les gens peuvent entendre des personnes marcher la nuit. Elle nous dit aussi qu'on peut voir des ombres étranges se balader. De la brume arriver de nulle part. Mais les habitants de la réserve sont habitués à ça, ils sont une petite quinzaine, vingtaine à y habiter. Les enfants racontent comme légende que ce que l'on entend marcher, courir et les ombres, ce sont les marcheurs sans peau. Me demandez pas pourquoi il y a cette rumeur, d'ailleurs Kaya n'en sait rien non plus. Bref, revenons à l'histoire. Kaya habite dans une réserve amérindienne et c'est l'après-midi. Tout se passe bien, il doit être environ 14h30. Sa mère est partie travailler, elle accouche de jeune maman. Kaya se retrouve donc seule à la maison, elle a abandonné l'école en raison d'une situation médicale. Pour passer le temps, Kaya va refaire la décoration de sa chambre. Plus particulièrement, elle va enlever les stores d'une très grande fenêtre qu'elle a et elle va mettre à la place des couvertures. À ce moment-là, elle a pas du tout de rideau. Bon, les couvertures qu'elle a mis, ils sont plus ou moins revisités. Elle les a déchirées, elle les a recousues pour faire un truc un peu stylé. Après cet effort, Kaya se dit qu'elle a mérité une petite pause et elle est partie fumer un petit joint devant sa maison. De toute façon, sa mère ne doit pas rentrer avant un bon moment. Kaya commence à avoir un peu froid. Du coup, elle décide de rentrer pour regarder un truc sympa à la télé dans sa chambre. Après son émission, Kaya est partie se doucher. Au moment de revenir dans sa chambre, Kaya aperçoit que quelqu'un l'observe. L'individu est assis sur un truc en bois juste en face du jardin de Kaya et il la fixe intensément dans les yeux. L'homme ne la lâche pas d'une semelle. Kaya a donc fermé ses rideaux improvisés pour aller se mettre sur son lit. Un peu après, sa mère va rentrer du travail et il va commencer à faire nuit. Sa mère va lui demander si sa journée s'est bien passée. Kaya va lui dire que oui et qu'elle a refait la déco de sa chambre. En voyant ça, la mère elle est pas très contente que Kaya ait refait la déco comme ça. Surtout d'avoir enlevé les stores sans lui avoir demandé la permission. Quelques minutes passent et la mère de Kaya lui dit que ce soir ils vont manger du Taco Bell. À ce moment-là, Kaya, elle est sur Twitter dans sa chambre et elle se dit « Putain, on va se régaler ce soir ». Sa mère va donc commander et quelques dizaines de minutes plus tard, elles vont être livrées. Kaya est toujours sur Twitter et elle vient chercher de la nourriture. Elle remercie sa mère et elle va dans sa chambre. Elle s'installe sur son lit, mange ses tacos au fromage quand d'un coup, la lumière de toute la maison s'est éteinte. Kaya se dit que c'est pas trop grave, ça doit juste être une panne de courant. Mais la porte d'entrée va commencer à s'ouvrir légèrement. Il est 21h30, du coup il commence à faire bien noir. L'esprit de Kaya se met à tourner à 100 à l'heure. Elle se dit, imagine c'est les marcheurs sans peau qui me veulent du mal. Ou pire, est-ce que c'est le taré de tout à l'heure qui faisait que m'observer? Kaya va donc mettre le flash de son téléphone pour illuminer là où elle est. Kaya entend un peu de mouvement et elle se dit que c'est sûrement l'un de ses 3 chats. Elle va donc éclairer en direction de là où il y a le bruit. Mais Kaya va avoir la peur de sa vie.
elle voit un homme. Il est habillé avec une casquette de baseball rouge et un jean. Kaya, elle cherche pas du tout à comprendre ce qu'il fait ici, elle se met à agripper des objets et elle lui lance dans la tête. Cintre, canette de coca, tout y passe. Tout ça, elle le fait en criant pour que sa mère se réveille. Vu que sa mère était très fatiguée en rentrant du travail, elle a donc décidé de faire une sieste. La chambre de la mère de Kaya est juste à côté de la sienne. Kaya lui hurle d'appeler la police qu'il y a un homme dans sa chambre. C'est alors que la mère de Kaya est sortie avec un couteau et a menacé l'homme de le poignarder s'il ne dégageait pas vite de chez elle. L'homme a hésité un moment mais il s'est retourné et il est parti par la porte d'entrée. Juste après ça, la mère de Kaya est venue se mettre devant elle au cas où il reviendrait. Quelques minutes après, des policiers sont arrivés. Apparemment, les voisins les ont appelés car ils avaient vu quelqu'un escalader la clôture arrière de la maison. Kaya a donné une description à la police de cet homme. 2 jours plus tard, cet homme s'est fait arrêter car il s'était introduit dans une autre maison. Les policiers lui ont demandé si c'était lui dans l'affaire de Kaya et le mec leur a littéralement dit oui et qu'il était sur le point de la kidnapper car elle l'obsédait. Et c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Inès et à l'heure actuelle, elle a 17 ans. Mais quand cette histoire se déroule, elle en avait 12. Pour commencer, il faut savoir que Inès vit au Canada à cette époque et que dans le plafond de sa chambre, il y a une trappe pour accéder au grenier. Faut aussi savoir que Inès a un grand frère et qu'il invite très souvent des amis à lui pour jouer à la PS3. Et que quand ils jouent, je peux vous jurer qu'ils font un bruit de malade. Petit détail de plus, la chambre de sa grande sœur se trouve juste à côté. Bref, passons à l'histoire. Un matin comme les autres, Inès a l'habitude de descendre les escaliers, vu que sa chambre se trouve à l'étage, mais à ce moment-là, elle a un mauvais feeling. Et surtout, elle sent une odeur de cigarette. Inès veut pas en parler à ses parents, puisqu'à ce moment-là, ils s'entendent vraiment très mal, et qu'ils font tout pour s'éviter. Ils sortent le plus possible, et la plupart du temps, malheureusement, Inès se retrouve sans parents. Elle est juste avec son grand frère et sa grande sœur. Donc Inès a décidé de laisser son mauvais feeling de côté et elle a continué sa journée. Le problème, c'est que la nuit, Inès entend des grattements et des chuchotements. Et tout ça a continué pendant une bonne semaine. Forcément, Inès elle dort très mal et du coup elle devient irritable. La grande sœur d'Inès que l'on va appeler Sophie l'a bien remarqué et elle lui demande gentiment ce qui se passe. Inès ne sait pas pourquoi mais elle s'est mise à pleurer et elle lui a tout expliqué. Qu'elle entend des bruits dans sa chambre, cette odeur et ses pressentiments. Sophie, sa grande sœur, lui dit alors qu'elle a regardé trop de films d'horreur et elle est repartie en se foutant un petit peu d'elle. Ce soir-là, Inès a entendu des bruits plus forts que d'habitude. Elle est seule dans sa chambre et elle a toujours ce mauvais pressentiment. Elle va alors faire semblant de dormir puisqu'elle se sent observée. Quelques minutes après, Inès entend une voix d'homme qui dit « Elle dort ». On peut descendre. Là, le cœur d'Inès a littéralement arrêté de battre. Et elle veut maintenant partir et aller pleurer chez sa sœur. Elle a alors entendu la trappe de sa chambre s'ouvrir et elle a vu des personnes en sortir. Dans le noir, elle a pu distinguer qu'il y avait un homme et une femme. Les inconnus sont sortis de sa chambre et ils n'ont pas fermé la porte. Après ça, Inès a décidé de se mettre à 4 pattes pour aller dans la chambre de sa sœur. Inès lui explique alors toute la situation. Et cette fois-ci, miracle, sa grande sœur la croit. Les deux sœurs se disent qu'elles ne peuvent pas appeler la police sinon les individus vont les entendre au téléphone. Sophie a alors pris Inès dans ses bras et elle a ouvert la fenêtre. Et les deux sœurs ont sauté du premier étage une à une. Sa grande sœur s'est foulée la cheville mais la neige a amorti sa chute. Ensuite, Inès a sauté et sa grande sœur a amorti sa chute comme elle pouvait. Sa grande sœur a alors sorti son téléphone et elle a appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, un des intrus a pris la fuite. Mais le deuxième qui était la femme n'a pas pu prendre la fuite et s'est fait arrêter. La femme était recherchée pour squat, kidnapping et meurtre. La police a cherché dans le grenier et a trouvé une corde, un sac poubelle, des paquets de cigarettes, une couverture et un couteau. Ils ont aussi remarqué que la fenêtre qui se situait dans le grenier était cassée. Et petit détail, son grand frère n'était pas là ce soir-là. Du coup, il n'y avait pas de bruit dans la maison. Et c'est pourquoi elle entendait bien mieux les chuchotements et les grattements. Ce qui veut donc dire que ça faisait une bonne semaine qu'il y avait 2 personnes dans son grenier. Elle nous dit qu'elle sait pas du tout ce que ces 2 personnes lui voulaient, mais elle a été traumatisée par cette histoire. Et que même aujourd'hui, elle n'arrive pas à dormir toute seule dans sa chambre. Et elle s'est même installé une veilleuse dans sa chambre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lena et elle a 18 ans quand ça se passe. Pour vous la décrire un petit peu, généralement elle s'entend bien avec tout le monde et elle dit qu'elle est pas très difficile à vivre. Lena nous dit qu'elle a de la famille un petit peu partout dans d'autres pays, Espagne, Belgique, Suisse et Italie. Donc petit point positif, si elle veut aller les voir, et bah ça la fait voyager. Et en vrai c'est super cool, surtout pour les fêtes de Noël. Du coup, pour les fêtes de Noël, Lena et sa cousine qui habite en Italie ont décidé de passer Noël ensemble. Lena est donc en France à ce moment-là et elle discute donc avec sa cousine en Italie, que ça soit par SMS, appel ou Discord. Tout ça pour organiser son voyage là-bas. Elle prévoit toutes les deux de prendre un Airbnb dans un lieu que sa cousine voulait aller visiter. Lena a prévu de rester en Italie 3 semaines, c'est-à-dire 2 semaines dans le Airbnb et 1 semaine chez sa cousine. Elle est super excitée à l'idée de revoir sa cousine et d'aller faire la fête comme des folles et surtout continuer les visites, puisqu'elle vient que très rarement en Italie. Vu qu'à les cours, faut aller visiter la famille qui est dans d'autres pays. Donc comme vous l'avez compris, cette cousine-là la voit pas beaucoup non plus. Donc elle a décidé qu'elle allait en profiter. L'heure de son vol pour l'Italie est enfin arrivée. Lena a prévu plein de cadeaux et beaucoup de vêtements chauds. Lena commande un Uber et le trajet pour aller prendre son vol se passe super bien. Arrivée dans l'aéroport, c'est toujours le bordel pour enregistrer ses bagages. Mais à part ça, rien de grave. Le temps semble s'allonger tellement elle est pressée de voir Sophie, sa cousine. Le vol se passe super bien, peu de turbulences mais rien de grave. Arrivée à l'aéroport, Lena va chercher ses bagages. Elle attend et elle attend encore. Et puis au bout d'un moment, elle voit qu'il n'y a plus de valise. Là, elle va voir le mec qui travaille à l'aéroport. Et elle lui dit qu'elle a pas vu sa valise passer et que là, il n'y a plus de valise sur le truc qui tourne. Il va alors lui demander son nom et d'autres informations nécessaires pour localiser sa valise. Et bah devinez quoi, la valise malheureusement elle est partie dans un autre avion. Du coup le mec s'excuse et tout le tralala qui va avec. Mais Lena lui dit que ça va pas lui ramener sa valise, qu'ils ont perdu. Le mec va alors lui dire que si tout va bien, elle pourra la récupérer dans 1 semaine et qu'elle pourra venir la chercher à l'aéroport. Bon, forcément, Lena elle pète un petit boulon et elle lui dit que c'est clairement du foutage de gueule de prendre les gens comme ça pour des cons. Et elle lui dit que sa situation est ultra compliquée vu que dans 1 semaine, elle sera plus du tout dans cette ville. Alors elle lui demande s'ils vont la livrer là où elle va être la semaine d'après. Et le gars lui dit que comme il n'y a pas d'aéroport dans sa ville, bah non, c'est mort, tout le tralala. Et il lui dit qu'il faudra présenter des papiers, tout ça pour récupérer la valise. Lena a juste envie de lui mettre son poing dans la gueule, mais elle décide que ça sert à rien. Elle a pas envie de finir en garde à vue dès son entrée en Italie. Pendant ce temps-là, elle sent que son téléphone dans sa poche est en train de vibrer comme pas possible. C'est sa cousine qui la harcèle de messages depuis tout à l'heure. Du coup, Lena va dire au mec qu'elle va venir chercher sa valise dans 2 semaines et que si elle est pas là, attention, ça va pas rigoler. Mais elle essaye quand même de se calmer un petit peu. Elle veut pas gâcher la première journée en Italie, même si bon, elle l'est déjà un petit peu. Elle envoie un SMS à Sophie comme quoi elle arrive, qu'elle est un petit peu en retard car il y a eu quelques complications avec sa valise. Arrivée devant l'aéroport, Lena court en direction de sa cousine et ils se font un gros câlin. Elle nous dit qu'elle est tellement contente de revoir sa cousine que pendant un certain moment, elle a oublié son petit tracas. Après quelques minutes, Sophie va alors poser une question qui fait mal. Elle demande à Lena où est sa valise. Et forcément, Lena lui explique donc toute cette situation. Sophie elle va totalement dans le sens de Lena et elle dit que ce sont des incapables. Et elle dit donc à sa cousine qu'ils vont aller faire les magasins avant de prendre la route. Lena souffle un bon coup et lui dit que oui, elles vont devoir chercher quelques fringues. Les deux filles font les boutiques, achètent tout ce qu'il lui faut et malgré ça, elle s'éclate quand même pas mal avec sa cousine et la pression retombe. Et elles ont toujours la même complicité qu'avant. Pour la première nuit, les filles dorment chez Sophie et le lendemain, elles embarquent dans la voiture pour aller dans leur Airbnb. Sur le trajet, tout se passe relativement bien. La route est plutôt agréable. Lena nous dit que ça change, car elle vient généralement en été en Italie et voir l'Italie en hiver ça change pas mal. Arrivées dans leur nouvelle ville, les deux filles vont directement au Airbnb et tout se passe bien. Les deux filles commencent à s'installer, déballer leurs affaires et ils commencent à se faire un petit programme de ce qu'elles doivent faire. Visiter et repérer les bars potentiels et les boîtes de nuit, car comme elle le dit, elles sont venues là avant tout pour s'éclater. La journée, les visites se passent super bien et au passage, les deux filles ont repéré quelques bars
plutôt sympa. Le soir venu, du coup, les filles vont faire la tournée des bars. Elles enchaînent donc les bars et à un moment, les filles rencontrent un beau blond et le courant passe plutôt bien avec Lena et les deux personnes commencent à faire connaissance. Mais apparemment, Sophie ne sent pas du tout ce mec et elle le fait savoir discrètement à l'oreille de Lena. Lena lui dit alors que tout va bien, ils font que parler. Quelques minutes après, Sophie dit à Lena qu'elle se sent vraiment pas bien et elle lui demande si elle peut la ramener dans le Airbnb car elle a vraiment mal au ventre. Lena lui dit ok, je te ramène, attends juste 2 minutes, je vais aller dire au revoir à Bastien. Et Lena va voir Bastien et lui explique la situation. Et elle lui dit que peut-être ils se reverront. Le gars va alors lui dire tu sais quoi, le soir de Noël t'as qu'à venir à cette adresse. Tout ça en lui donnant un petit papier. En même temps il regarde la cousine de Lena et lui dit tu peux la ramener si tu veux, c'est une boîte privée. Lena hoche la tête et lui dit qu'elle viendra avec sa cousine. Les filles rentrent dans le Airbnb et Lena remarque que sa cousine a l'air de plus avoir mal au ventre. Elle demande donc alors à Sophie si elle va mieux et Sophie lui avoue qu'elle a prétexté avoir mal au ventre car elle sentait pas du tout ce gars et que pour elle le gars dégageait quelque chose de mauvais. Lena lui dit alors qu'elle est sûrement jalouse que lui ne s'est pas intéressé à elle et une dispute va alors éclater entre les deux filles. Elles vont se coucher fâchées toutes les deux, chacune de leur côté. Le lendemain au réveil, Lena nous dit que l'ambiance est plutôt glaciale. Les filles doivent faire des visites ensemble mais vu comment ça commence, elle préfère laisser sa place et rester dans le Airbnb. De son côté, Sophie est partie faire les visites. Toute l'après-midi, Lena repense à ce que Sophie lui a dit. Mais elle voit pas du tout le mal qu'elle a fait à part discuter avec un inconnu. Le soir arrive et Sophie est un petit peu plus ouverte à la discussion. Les deux cousines s'expliquent et ce qui en ressort c'est que Sophie a peur pour sa cousine. Et elle veut pas qu'il lui arrive quelque chose car elle tient beaucoup à elle. Lena la rassure et lui dit qu'elle fera super attention. Par la même occasion, Lena va dire à sa cousine qu'elle a repéré une boîte de nuit pour demain et qu'elles vont s'éclater. La boîte de nuit en question, vous l'avez compris, c'est la boîte de nuit de Bastien. Lena nous dit qu'elle sait qu'elle aurait dû le dire à Sophie que c'était Bastien qui les avait invités, mais elle sait aussi que si elle en avait parlé à Sophie, elle aurait pas voulu venir. Les deux filles vont alors se faire une petite soirée sur le canapé devant Netflix. Le lendemain matin, elle prévoit d'aller chercher quelques cadeaux et quelques cartes postales pour les envoyer à toute sa famille. Et la journée se passe relativement bien comme elle nous le dit. Arrivé le soir, les deux filles se préparent pour aller à la boîte de nuit. Lena se met sur son 31 et Sophie va même lui dire « Wow, t'es en bombe ». Les deux filles décident de se rendre en Uber là-bas. L'homme va alors les déposer dans une espèce de ruelle sombre où il y a une porte et il y a écrit un petit truc dessus. Sophie elle commence à se méfier et elle dit à Lena « Non mais t'es sérieuse là? C'est ça la boîte que t'as repérée ?» Lena lui dit « Bah ouais, pourquoi t'es comme ça ?» Sophie lui dit qu'elle sent pas cet endroit et qu'il faudrait faire demi-tour. Mais Lena elle lui laisse pas du tout le choix. Elle lui dit que de toute façon, elle ira dans la boîte que ça soit avec ou sans elle. Sophie râle mais elle décide quand même de suivre sa cousine. Lena va alors la serrer dans ses bras. Les deux filles rentrent et elles entendent de la musique dans le local. Au loin, les filles peuvent voir du mouvement, qu'il y a effectivement du monde et que c'est effectivement bel et bien une boîte de nuit. Les deux cousines commencent à discuter, danser et boire de l'alcool. Elle nous dit que l'endroit est vraiment blindé. Puis quelques temps après, Sophie décide d'aller aux toilettes. Lena continue de danser et quelqu'un vient l'attraper par la taille. Elle se retourne et elle voit Bastien. Elle continue de danser et se retourne pour lui faire face. Lena est aux anges, puis après quelques danses, Bastien lui dit qu'il doit aller aux toilettes et qu'il en a pas pour longtemps. D'ailleurs, Sophie n'est toujours pas revenue et Lena trouve le temps vachement long. Donc, elle décide d'aller chercher à boire. 15 minutes plus tard, Bastien revient vers Lena et il est tout sourire. Du coup, Lena lui rend son sourire. Ils discutent un petit moment et ça fait maintenant 30-40 minutes que Sophie n'est pas revenue. Mais ça y est, Lena voit enfin sa cousine revenir vers elle. Sophie regarde droit dans les yeux Bastien et elle demande à Lena si elle peut lui parler en privé. Lena accepte et Sophie lui dit qu'il faut qu'elle parte d'ici tout de suite, que cet endroit est très dangereux et que si elle reste, ça va mal finir pour elle. Lena voit la terreur dans les yeux de Sophie et clairement elle a jamais vu la peur comme ça dans les yeux de sa cousine. Elle lui dit y a pas de souci, on part de suite, je vais juste aller dire au revoir à Bastien. Là, Sophie lui retient le bras et lui dit que non,
faut pas du tout le prévenir. Lena comprend vraiment pas, mais pour une fois elle décide de faire confiance à sa cousine. Les deux filles décident donc de sortir de la boîte. En sortant de la boîte, Sophie explique pourquoi elle a fait sortir Lena de cet endroit. En allant aux toilettes, Sophie a entendu Bastien parler à plusieurs autres gars, comme quoi il avait invité 2 cadeaux de Noël à joindre à eux. Tout ça en pointant du doigt Lena, et que pour ce soir-là, ce serait leur jouet. En entendant ça, Lena est terrifiée. Certes, elle aimait bien Bastien, mais elle voulait pas coucher avec lui pour autant, et surtout pas avec d'autres gars. Les deux filles décident donc de partir à pied et de ne pas prendre d'Uber pour rentrer. Mais 2 minutes plus tard, elles voient quelqu'un courir dans leur direction. Les deux filles reconnaissent alors Bastien, et elles se mettent donc à courir car elles peuvent apercevoir qu'il n'est pas tout seul. La seule chose qu'arrive à dire Lena à sa cousine, c'est qu'il y a un bar à une centaine de mètres et qu'il faut qu'elles y courent. Elles vont donc courir de toute leur force pour rejoindre ce bar. Les deux filles regardent de temps en temps derrière elles et elles peuvent voir que les gars continuent de courir après elles. Elles vont atteindre le bar tout essoufflées et elles essayent d'expliquer instantanément la situation au barman. Les clients entendent les explications qu'elles font au barman et en regardant par les fenêtres, ils peuvent effectivement voir que les hommes sont en train de s'approcher du bar. Et du coup, il y a certaines personnes qui sortent du bar et ils font comme un barrage pour que les gars ne puissent pas rentrer. Mais malheureusement, entre personnes un petit peu pompettes et des gars déterminés, il y a une bagarre qui éclate devant le bar. En voyant ça, le barman appelle la police. Mais les filles sont complètement effrayées et c'est le chaos total. En plus, elles s'en veulent car des personnes sont en train de se battre pour elles dehors. Elles vont alors voir qu'il y a 2 mecs qui ont réussi à pénétrer dans le bar. Lena est complètement terrifiée, elle bouge plus du tout. Le barman essaye d'éloigner les 2 individus et leur dit de dégager de là car il a appelé la police. Entre temps, sa cousine s'est levée et elle est prête à se battre. En voyant ça, les 2 mecs se mettent à rigoler et ils se mettent en route pour essayer d'attraper les 2 filles. Le barman va essayer de faire barrage mais ça tient pas longtemps. En voyant ça, Sophie a dit à Lena de prendre des bouteilles d'alcool et de leur jeter dessus. Les 2 filles rentrent dans une sorte de frénésie et elles jettent un maximum de bouteilles d'alcool. Apparemment, c'était une bonne stratégie puisque les 2 hommes semblent blessés et il y a du verre partout dans le bar. Nouvel élément déclencheur, on peut entendre au loin des sirènes de police. Du coup, en entendant ça, les 2 hommes vont alors sortir du bar. En entendant les sirènes de police, les autres agresseurs ont décidé de quitter les lieux. Quelques minutes après, les 2 filles vont sortir du bar et les policiers sont maintenant arrivés. Les filles remercient entre-temps toutes les personnes qui se sont battues pour elles et elles expliquent la situation aux policiers. Les filles ont donné la description de Bastien et elles décident de raconter ce que Sophie a entendu plus tôt dans les toilettes. Sauf qu'apparemment, malheureusement, les policiers en ont rien à foutre. Et après cet épisode, Lena et Sophie ont décidé de plus trop sortir le soir. Et comme vous l'avez compris, Lena n'a pas du tout eu de nouvelles de cette enquête puisque apparemment la police, je sais même pas si elle en a fait une. Petite anecdote, oui, elle a bien retrouvé sa valise même si elle nous dit que c'est quand même des putains d'incapables. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Alors pour cette 3e histoire, j'ai demandé l'autorisation à la personne qui était concernée. Je vous mettrai donc un petit lien en description vers sa vidéo. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Valérian. En septembre 2021, Valérian il s'est lancé un petit projet assez fou. Il veut faire France-Jordanie en autostop. Il a donc 11 pays à traverser et il a 2 mois pour le faire. Un beau jour de fin de septembre alors qu'il est à Venise pour tenter de rejoindre Ljubljana, la capitale de la Slovénie, il va faire la rencontre la plus terrifiante de tout son voyage. Ce même jour, Valérian il a fait plusieurs heures de route et ça s'est très bien passé. Il attend jamais plus de 10 minutes entre chaque voiture, puis à un moment il traverse la frontière à pied avant d'être pris en stop par une dame assez âgée qui était slovène, avec qui il va faire une bonne partie du chemin. Ensuite, il y a une famille de Turcs qui l'aide à avancer dans son périple. La famille le dépose à une dizaine de kilomètres de son objectif du jour, c'est-à-dire Ljubljana. À ce moment-là, il lui reste plus qu'une grosse heure avant que le soleil se couche. Et encore, une fois arrivé sur place, il va devoir trouver une auberge pour passer la nuit. Et là, le temps il commence sérieusement à manquer. Après une bonne vingtaine de minutes, une voiture passe devant lui avant de freiner brusquement quelques mètres plus loin. Pour vous dire, Valérian il se souvient encore des pneus qui crissent. Il se dirige vers la voiture et il entrevoit le visage du conducteur. Il remarque immédiatement sa calvitie
et son visage ne lui inspire pas du tout confiance. L'homme il lui dit de monter mais Valérian il hésite beaucoup. Pour la première fois de son voyage, son instinct se manifeste et lui dit de refuser. Sauf que là, comme il le dit à ce moment-là, il a pas les couilles de refuser. Du coup, il s'avance et il monte dans la voiture. L'homme démarre et les voilà partis. Valérian commence tout de suite la discussion pour prendre la température. Il s'assure d'abord qu'ils vont bien dans la même direction et le gars lui répond qu'effectivement il l'emmènera à Ljubljana. Puis après quelques minutes, Valérian il peut remarquer que dans le cou de cet homme il y a pas mal de cicatrices et honnêtement ça lui fout bien la trouille. Du coup, pour détendre l'atmosphère, il lui demande comment il s'appelle. L'homme lui répond alors qu'il s'appelle Victor. Puis Valérian enchaîne et il lui demande ce qu'il fait dans la vie. C'est alors que le gars va lui répondre qu'il est en prison. Là, le sang de Valérian il se met à chauffer. Mais sur le coup, il prend pas forcément au sérieux. Et il lui dit qu'il peut pas être en prison puisque là il est dehors et non en prison. Et c'est là que le gars lui explique qu'effectivement il est bel et bien en prison. Sauf qu'il a une permission de sortir un week-end par mois. Sans même que Valérian lui demande quoi que ce soit, le gars va lui dire pourquoi il a été mis en prison. Et Valérian il nous dit de son côté que de toute façon il aurait pas osé lui demander. Le gars va alors lui raconter qu'il a tué 3 personnes en Allemagne à Francfort en 2000 et qu'il a pris 30 ans de prison et que sur ces 30 ans il en a déjà fait 20. Il lui parle d'un règlement de compte qui a mal tourné. Mais franchement Valérian il nous dit qu'il veut pas rentrer dans les détails tellement il a peur. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, son cœur il se met à battre de plus en plus fort. Valérian il prend sur lui et il essaye de rester calme en apparence. Et il essaye vraiment de s'intéresser à ce que l'homme lui dit. Mais dans sa tête il se dit que c'est une histoire de dingue. Et il essaye de lui reparler comme si c'était normal. Son voyage en voiture a duré quoi? Une quinzaine de minutes, mais dans sa tête c'était vraiment bien plus. Pendant tout ce trajet il y a un tas de pensées qui ont traversé son esprit. Il a hésité plusieurs fois à lui demander de le déposer. En plus de ça, il regardait toujours sur son téléphone pour voir s'il prenait bien la bonne route. Et à chaque embranchement, il priait pour qu'il choisisse le bon. Au final, Victor l'a amené au plus proche du centre-ville de Ljubljana. Et en garant sa voiture, Victor lui a même proposé d'aller boire un verre. Mais à ce moment-là, je peux vous dire que Valérian il est en mode non, ça va aller. Tout ça poliment bien sûr, faudrait pas se le mettre à dos. Il l'a remercié et il a détalé dès qu'il voyait plus Victor dans son champ de vision. Valérian nous dit qu'aujourd'hui, avec le recul, il regrette de pas avoir accepté de prendre un verre avec lui, puisque oui, il est journaliste de formation, et que même pour sa propre personne, il aurait aimé en connaître plus sur cet homme et sa vie. Surtout que pendant toute cette histoire, il a filmé, et que s'il avait pu avoir quelques secondes avec ce gars-là, ça aurait été encore plus cool. Mais sur le moment, il a plus pensé à sa survie, ce qui est bien normal. Peut-être à tort, mais Valérian n'en saura jamais rien. Voilà, malgré la pandémie, Valérian a réussi à faire France-Jordanie en autostop, et ça, bravo à lui. Évidemment, ça n'a pas été très reposant. D'ailleurs, je vous laisse en description le lien de sa vidéo. Et puis pour les plus sceptiques, je vous invite à écrire Victor Raffold sur Google et vous verrez qu'effectivement il y a des articles sur lui. Petite dernière info comme ça, Victor était un ancien mercenaire en Afrique. Du coup, il a été condamné pour 3 personnes, mais peut-être qu'il y en a plus. Voilà, c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. Je vous laisse avec les images de Valérian et on se retrouve juste après. Ok, je viens d'arriver dans le centre de Ljubljana et j'ai mis 2 heures à venir. Il y a une famille de Turcs qui m'a pris. Yep. Ils m'ont déposé à 5-6 km et le dernier mec qui m'a pris, je vous jure c'est la vérité, mais tout va bien, je suis en vie. C'est un mec qui sort de prison, enfin il est encore en prison, il en a pour 30 ans et juste il y a des week-ends ils ont le droit de sortir. Mais bref, il me racontait tout ça. Il a pris 30 ans de prison le mec, parce qu'il a tué 3 mecs en Allemagne en 2000. J'avais 1 an. Donc un truc de ouf, mais j'étais pas trop stressé et tout. Quand il m'a dit ça au début j'étais genre... Mais bon, en fait, il était super sympa et enfin, bon, même j'aimerais pas passer plus de temps avec lui, mais franchement, incroyable. Et mais bon, tout va bien. Et là, il était sorti parce que le week-end, ils ont le droit de sortir. Et il m'a pris en story. On m'a dit de faire confiance à mon instinct et mon instinct me disait, en fait, ce gars, il a l'air chelou de ouf. Il y a des trucs qui vont pas dans son visage. Et c'est normal parce qu'en fait, le mec, c'était un mercenaire en Afrique et il a fini par tuer 3 personnes. Je suis pas trop sous le choc, mais quand même quoi. C'est un truc de ouf. Que dire sur cette histoire? Alors déjà dans un premier lieu, merci à Valérian d'avoir partagé son histoire sur Reddit. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Wyatt et son histoire va se dérouler sur une période d'à peu près 2 mois et surtout quelle période? Celle de Noël. Wyatt nous dit qu'il habite dans un petit quartier tranquille, sans histoire et où tout le monde se connaît. Il habite avec sa fille de 15 ans et sa femme. Wyatt adore la période de Noël.
Et quand je vous dis qu'il adore, vous allez très vite comprendre. Et pendant cette période, il décore sa maison de fond en comble. Et il doit s'y prendre vraiment en avance parce que c'est vraiment du très beau boulot qu'il fait. Il aime bien faire ça tout seul puisque ça l'occupe et ça lui change les idées après le travail. Du coup, dans cette période, quand il rentre du travail, il s'occupe généralement des décorations de Noël. Là, c'est le mois de novembre, mais pour continuer à être le meilleur, faut s'y prendre à l'avance. Wyatt met en place pas mal de décorations de Noël de l'année dernière. Mais le week-end, il décide d'améliorer sa décoration et il va chercher ce qui lui manque en magasin. Dans le magasin, Wyatt déniche pas mal de trucs et il est super content de ses achats. Mais il va devoir compléter avec des articles qu'il a trouvés sur internet et qui sont pas disponibles en magasin. De retour chez lui, Wyatt discute avec sa femme et il lui raconte que ses préparatifs commencent super bien. Et que si ça continue comme ça, ils vont encore gagner le concours du quartier. Sa femme est très fière de Wyatt car elle le sent épanoui dans ce qu'il fait et elle adore le voir comme ça. Wyatt prévoit des plans pour demain et il va se coucher. Le lendemain, après le travail, Wyatt regarde son plan et l'avancement qu'il a fait la veille. Et il remarque que quelque chose n'est plus à sa place. Bizarre, il est pourtant persuadé de l'avoir mis hier. Wyatt va voir dans ses décorations pour le mettre à sa place, mais impossible de mettre la main dessus. Bizarre, Wyatt se dit, est-ce que je l'ai égaré? Au fond de lui, il pense pas parce qu'il prend très soin de ces choses-là et que normalement c'est très bien rangé. Il se dit que c'est pas grave, qu'il y a eu pas mal de vent cette nuit, que la décoration était mal accrochée et qu'elle a dû s'envoler, qu'il ira en racheter une le week-end prochain. La plus grosse partie de son week-end est consacrée à ses décorations de Noël ainsi qu'au plan. La semaine arrive et il doit retourner travailler la journée. Il peut pas trop passer de temps sur ses décorations car il doit aussi s'occuper de sa fille et de sa femme. Mais arrivé la fin de semaine, Wyatt a décidé de se consacrer corps et âme à sa décoration et il a prévenu sa femme et sa fille. Quand il arrive devant sa maison, il remarque quelques détails qu'il avait pas fait gaffe en rentrant du boulot la semaine. Il manque pas mal de choses qu'il avait placées sur sa maison le week-end dernier. Là, Wyatt, il en conclut une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui vole ses décorations. Que là, c'est pas possible, la moitié de ce qu'il a fait a disparu. Il nous dit qu'il l'avait pas remarqué la semaine parce que quand il rentrait du boulot, il fonçait directement dans sa maison parce qu'il était vraiment crevé. Il se dit, bon, c'est pas grave, je vais aller en racheter. Quand il est dans la boutique, il décide aussi d'acheter une caméra de surveillance. Arrivé chez lui, Wyatt perd un peu de temps pour installer la caméra de surveillance, mais il se dit qu'il va en gagner vu qu'on ne pourra plus lui voler ses objets. Après l'installation de la caméra, il repart sur ses décorations. Le lendemain, Wyatt décide de regarder la caméra de sécurité qu'il a mise la veille. Et surprise, il voit une silhouette s'approcher d'une des décorations et lui voler. Mais malheureusement, il peut pas voir le visage de la personne car la silhouette est vêtue de noir du haut en bas et avec une capuche. Mais il peut nous dire que c'est sûrement une femme car la silhouette est très fine. Décidé à coincer cette enflure, Wyatt décide d'appeler la police et de porter plainte pour vol. Mais les enquêteurs lui disent qu'il n'y a pas de preuves concrètes sur l'identité de la personne et donc ils peuvent rien faire. La journée s'enchaîne et vient la nuit. Wyatt cogite dans son lit et se dit mais qui peut bien me faire ça ? C'est pas possible que ça soit un de mes voisins, ils sont trop gentils, ils me disent tous bonjour et on s'entend super bien. Mais il arrive pas à s'enlever de la tête qui d'autre pourrait lui bousiller ses décorations. Il est à peu près 23h minuit quand il décide de se lever discrètement pour aller à la fenêtre de sa chambre. Il regarde un petit peu par la fenêtre et franchement il n'y a pas un chat à l'horizon. Il repart donc se coucher. Puis vers 1h ou 2h du matin, Wyatt entend du bruit dans sa ruelle. Il ouvre les yeux et il est persuadé que c'est cette personne qui vient le voler. Il décide d'aller regarder à sa fenêtre et bingo, la personne est en train de lui voler quelque chose. Et cette personne est même en train de mettre quelque chose dans sa boîte aux lettres. Wyatt, il est totalement furieux et il décide de descendre les escaliers en bombe. Mais il est trop tard, quand il arrive, le gars n'est déjà plus là. Wyatt décide de regarder les vidéos de surveillance et il remarque que la personne est toujours habillée en noir. Mais que comparé à la veille, cette fois-ci, la silhouette est bien plus grande et plus grosse. Il va alors se rappeler que la personne a déposé quelque chose dans sa boîte aux lettres et il va donc voir ce que c'est. Il y a une lettre avec un message imprimé qui lui dit d'arrêter toutes ses décorations, que sinon ça pourrait finir très mal pour lui et sa famille. Wyatt il se dit que c'est totalement du délire. On lui vole ses décorations et maintenant on le menace. C'en est trop pour lui. Il se dit que le matin, à la première heure, il va aller voir de nouveau la police. À la première heure, le matin, Wyatt est devant le commissariat. Mais malheureusement, ce qu'il en ressort, c'est que la police va juste faire des patrouilles dans le quartier. Et ils disent qu'ils peuvent pas faire beaucoup plus.
Juste après ça, Wyatt va donc à son travail. Quelques heures après ça, il reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il décroche mais ça raccroche instantanément. Suite à ça, il reçoit un message lui disant que la police ne peut rien faire pour lui et qu'il n'y a que lui qui peut se sortir de cette merde et qu'il doit absolument arrêter de décorer sa maison. Mais Wyatt, il se décide de pas se laisser faire et il continue de décorer sa maison. Plus le concours des plus belles maisons de Noël approche et plus les menaces sont récurrentes et surtout menaçantes. La date où le juge doit noter les décorations de maison, c'est le 20 décembre. Et là, on est le 19 décembre. Wyatt a fini par réaliser tous ses plans avec beaucoup de budget vu que les personnes lui volaient sans cesse des objets. Il lui reste plus qu'à peaufiner quelques trucs avant la rencontre de demain. Il est tout excité, mais il trouve ça bizarre que depuis 3-4 jours, il a pas reçu de lettre ni d'appel. Même pas un petit texto menaçant. Le soir du 19 décembre, Wyatt est totalement crevé et il décide d'aller au lit. Il dit bonne nuit à sa fille et à sa femme qui sont restés en bas pour regarder la télévision. Vers à peu près minuit, il sent que sa femme le rejoint dans le lit. Vers les 2 heures du matin, Wyatt se fait réveiller par des chuchotements autour de sa maison. Il se lève discrètement et il va voir à la fenêtre. Il va alors apercevoir 2 individus qui s'approchent de sa maison. Wyatt, il cherche pas à comprendre et il appelle la police. Mais ce qu'il va voir, ça va le terrifier encore plus. Les individus n'essayent pas de voler Wyatt, ils essayent de rentrer chez lui. Du coup, il va réveiller sa femme et il lui explique vite fait. Il est au téléphone avec la police pour dire à l'opératrice ce qui est en train de se passer. Puis il va courir vers la chambre de sa fille qui s'enferme toujours à clé. Il met donc des gros coups dans sa porte. Pendant ce temps-là, sa femme est juste derrière lui et elle est toute affolée. Puis il entend un gros boum qui vient d'en bas. Là, il est persuadé que quelqu'un est entré dans la maison. L'opératrice leur dit que la police arrive et qu'ils seront là dans 5 minutes. Et elle lui dit qu'ils doivent se trouver une planque. Entre temps, sa fille lui a ouvert, elle est toute somnolente, elle comprend pas ce qui se passe. Le père va la pousser directement dans la chambre, il fait rentrer sa femme et il ferme directement la porte à clé. Juste après ça, il emmène sa fille et sa femme dans la salle de bain et pareil, même opération, il referme la porte à clé. L'opératrice au téléphone essaye de les rassurer mais les individus les ont repérés et ils ont vu où ils étaient cachés. Et ils commencent même à défoncer la porte de la chambre de la fille. Wyatt, il a peur pour la vie de sa femme et de sa fille et il décide de profiter de tout le putain de boucan pour sauter par la fenêtre de la salle de bain qui donne sur le jardin. Il fait donc descendre sa femme en premier avec le téléphone posé sur le côté et il l'aide comme il peut pour qu'elle atterrisse sans se faire trop mal. La femme a réussi et maintenant il répète l'opération avec sa fille. Sauf que pendant ce temps-là, la porte de la chambre a cédé elle aussi. Le stress commence à vraiment monter et maintenant il peut entendre les individus qui l'insultent. Du coup, il fait vraiment au plus vite pour déposer sa fille dans le jardin. Maintenant, c'est son tour pour essayer de descendre. Au moment où il enjambe la fenêtre, la porte de la salle de bain cède. Il décide donc de lâcher prise et il va tomber dans le jardin en se faisant assez mal au passage. Mais sur le coup de l'adrénaline, il s'en fout et il se met à courir à toute vitesse dans la rue. Quelques secondes après, il se retourne et il voit 2 personnes en train de les suivre. Ils vont arriver au croisement d'une rue et ils vont voir la police. Ils informent instantanément les policiers que les individus sont derrière eux. Quelques secondes après, les individus sont interpellés et une fois que les masques ont été enlevés, ils reconnaissent leurs voisins, John et Stella. La famille est totalement tétanisée et surtout ils comprennent pas pourquoi ces gentils voisins agissent comme ça. Quelques semaines plus tard, les voisins ont dit à la police qu'ils voulaient kidnapper Wyatt pour qu'il ne gagne pas le concours du quartier et que c'était ce qu'il méritait, qu'ils l'avaient prévenu à plusieurs reprises mais qu'ils l'avaient pas écouté et qu'ils ont dû agir. Et que c'était entièrement de la faute de Wyatt s'ils en étaient arrivés à ce point-là. Bref, les 2 voisins ont bien évidemment été condamnés. Malheureusement, Wyatt n'a pas gagné le concours de décoration cette année-là, mais il espère se rattraper l'année prochaine. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Alors là, moi je te dis chapeau. Eh bien, tu viens de passer plus d'1 heure sur ma vidéo. Et rien que pour ça, j'ai envie de te remercier. J'espère que cette vidéo t'a diverti pendant que tu travaillais, que tu faisais le ménage, bref, ouais, je vous connais. Et bah, si c'est le cas et que t'as le temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu de soutien. Et toi là, si t'étais pas abonné, ça fait quand même 1 heure que t'es sur ma vidéo, donc je pense que t'as quand même kiffé un petit peu. Donc je t'invite clairement à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.